et qui sont animés, préparés et présentés par notre cher maître, le professeur Benazzouz, que nous remercions jamais assez pour son dévouement pour la formation médicale continue et son enthousiasme à transférer le savoir aux praticiens. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet d'une importance capitale dans notre pratique quotidienne, à savoir l'échographie abdominale dans les urgences, abdominales. Quel est l'apport de l'échographie dans ces conditions? Comment gérer le temps? Comment gérer l'urgence? Et c'est ce qu'on va voir avec le professeur Benazzouz. Avec moi, dans la modération, il y a le docteur Amiri. Je ne sais pas s'il est présent, s'il peut parler, passer un mot avant de passer la parole au professeur Benazzouz. Docteur Amiri, il n'est pas encore là. Donc, je passe directement la parole au professeur Benazzouz. Bienvenue et ravi de vous revoir, professeur, et merci pour votre dévouement. Docteur Ladfré, merci beaucoup à toi et à tous les membres du bureau de l'amicale de Tétouan. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à nos amis de Cooper pour leur soutien à la formation médicale continue, soutien qui est bien sûr confirmé depuis des années. Je pense qu'il durera, Inch'Allah, dans le futur. Aujourd'hui, il est en virtuel et il a toujours été en présentiel. Et j'espère qu'on nous retournera, Inch'Allah, rapidement à nos réunions habituelles en présentiel. وسيدي برحم الجميع فريمون سيدي برحم الجميع كاع اللي توفى ويحفظ اللي باقي ويحفظنا جميعا حنا وليداتنا والمرضى ديالنا وجميع المغاربه وجميع الامه جميعا باسكو فريمون le virus il circule mes amis. Le virus il circule et on doit faire attention à nous, à nos enfants, à nos familles. Les mesures de distanciation, le port de masque, vraiment on doit être vigile par rapport à ça. Si Oulad Frey vient de donner des mauvaises nouvelles, moi j'entends tous les jours des mauvaises nouvelles d'un certain nombre d'amis, de confrères. Je vous assure qu'il faut qu'on soit prudent et il faut qu'on continue à sensibiliser autour de nos patients et nos familles aussi. Il faut qu'on continue à sensibiliser nos patients et nos familles. Il ne faut pas qu'on prenne les choses à la légère. Le temps est grave et vraiment, il faut qu'on se protège et les mesures préventives doivent être là. Voilà. Donc, je démarre cette présentation sur les urgences abdominales, l'échographie et sa place dans les urgences abdominales. Et je vais me limiter, bien sûr, aux urgences abdominales non traumatiques parce que le sujet est très long. Pour démarrer, je vais lister ici, vous voyez que vraiment le menu est très copieux. Nous discuterons des péritonites, des occlusions, des ischémies mésentériques aiguës, de l'appendicite aiguë, de l'invagination intestinale aiguë, la diverticulite, la cholécystite, l'abcès, la pancréatite, la colique néphritique, la dissection de la haupe, la péricardite, le pneumothorax, la pleurésie. Toutes ces pathologies-là, l'échographie a son mot à dire. Et vous allez voir qu'il y a des aspects assez caractéristiques. Et dans votre salle d'écho, avec votre malade, avec votre interrogatoire et votre examen clinique, le diagnostic pourra être posé. Les autres explorations sophistiquées, telles que le scanner, l'IRM et les autres, seront en complément. Situation fréquente en pratique clinique, vous le savez mieux que moi parce que vous êtes des médecins de première ligne, vous êtes les premiers à être consultés par les malades en urgence. Le médecin de famille, je pense, c'est le premier qui est consulté par 100 patients. Et vous voyez que beaucoup de patients viennent pour douleur abdominale. Et là, c'est les urgences à l'hôpital Ibn Sina, donc le Rabat, l'appendicite, l'occlusion, la péritonite, l'angiocolite restent les urgences les plus fréquentes. À Agadir, 1182 patients. L'appendicite encore. Les angiocolites, les cholécystites, l'occlusion, la péritonite. On trouve les mêmes 4 urgences. Bien sûr, suivi d'hémorragie digestive, de l'hernie et de la pancréatite. Au niveau mondial, l'Organisation mondiale, l'Association française de chirurgie, l'appendicite, la cholécystite, les urgences gynécologiques, les occlusions, les coliques néphrétiques, les péritonites, les pancréatites, les diverticulites, l'ischémie sont les principales urgences un peu partout dans le monde. Donc, on trouve les mêmes urgences un peu partout au niveau mondial. Vous recevez un abdomen aigu aux urgences.
l'échographie doit être faite. C'est ce qu'on appelle une échographie en urgence. C'est 6 coupes. La première, c'est au niveau de la région épigastrique. Vous permettra de voir la pancréatite, la péricardite. La deuxième, au niveau du hypocondre droit, explorer tout ce qui est hépatobiliaire. La troisième plutôt, c'est au niveau du flanc et de la région dapho-ciliaque. Tout ce qui est épanchement au niveau de la gouttière parithocolique et tout ce qui est appendicite, invagination. Au niveau hypogastrique, c'est toutes les urgences urologiques, gynécologiques et aussi péritoniales. Pourquoi? Parce qu'il y a le cul-de-sac de Douglas. La sixième, pardon, c'est l'équivalent de la troisième, mais à gauche. C'est le rein, la gouttière parithocolique et bien sûr le sigmoïde, la sigmoïdite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le tour est fait. C'est une écho rapide avec des coupes standards. Il faut faire 6 coupes pour pouvoir s'en sortir. Je commence par la péritonite. Qu'est-ce qu'on cherche lorsque on suspecte une péritonite? Une péritonite, c'est d'abord une suspicion clinique. C'est une douleur atroce, coup de poignard, qui diffuse au niveau de l'abdomen et qui est à l'examen clinique, vous trouvez une défense ou carrément une contracture. Vous faites votre échographie, vous cherchez quoi? Vous cherchez un épanchement. À quel niveau? Au niveau inter-hépatodiaphragmatique, la poche de Morisson. Il faut sortir cette coupe. Deuxièmement, regardez le Douglas, parce que c'est là où il y a les épanchements. C'est un organe perfort, c'est au niveau de la gouttière parithocolique, au niveau de la gouttière, au niveau de l'espace interhépatorénal, c'est Morisson, et au niveau du Douglas. Il faut chercher. Ici, au niveau de la région hypogastrique, vous avez la vessie et vous avez ici l'utérus. Et voilà cette ligne entre la vessie et l'utérus, c'est le vide. Derrière l'utérus, c'est le vide. S'il y a un épanchement dans le Douglas, vous allez avoir du liquide à ce niveau-là, derrière l'utérus, parfois même entre la vessie et l'utérus. S'il y a une péritonite avec un épanchement péritonial, vous allez voir du liquide entre le foie et le rein, c'est-à-dire qu'il va occuper la poche de Morisson. Toujours faire cette coupe, toujours c'est finalement 2 coupes et les chercher. Voilà. Une deuxième manière de voir le Douglas, c'est en coupe transversale. Ici, c'est une coupe sagittale. Ici, c'est une coupe sagittale. On a une coupe sagittale sur l'utérus. Ici, c'est une coupe transversale et le cul-de-sac, il est là. Et vous voyez qu'il y a du liquide dans le Douglas, derrière la vessie. Ici, c'est la vessie. Ici, c'est l'utérus. Et regardez, il y a un épanchement derrière le Douglas, dans le Douglas, derrière l'utérus. C'est une femme. Et bien sûr, derrière la prostate, c'est un homme. Donc, voilà comment on cherche le diagnostic de péritonite. C'est un épanchement en interhépato-rénal, un épanchement au niveau du Douglas chez un malade qui présente des cliniques, une sémiologie évocatrice. La même chose, un épanchement en interhépato-rénal qu'on voit de manière évidente, un épanchement minime en interhépato-rénal. Devant un abdomen aigu, devant un malade qui se défend, qui a une contracture, le chirurgien doit être appelé et l'abdomen doit être et le patient doit être opéré. On peut le chercher aussi à gauche. À gauche, c'est la rate et c'est le diaphragme et c'est en sophrénique. C'est une zone de collection aussi, d'abcès, de collection en cas de péritonite. Donc n'oubliez pas ce coup de sonde à gauche pour chercher la rate et regarder le diaphragme et chercher s'il y a un épanchement en sophrénique gauche. C'est l'équivalent d'un épanchement dans le Morisson à droite. On a toujours demandé un ASP ou un scanner pour chercher un pneumopéritoine. Eh bien, sachez qu'une échographie faite en urgence peut vous montrer un pneumopéritoine. On est toujours dans la péritonite, vous l'avez bien compris. Comment doit-on chercher et regarder et voir un pneumopéritoine dans l'échographie? C'est une coupe. Ici, ça c'est l'estomac que vous voyez, il a de la stase. Ça c'est une ange digestive. Et là c'est le foie qui est complètement caché, regardez, par une ligne hypericogène avec des lignes hypericogènes qui sont parallèles. Cet aspect-là qui cache le foie, c'est de l'air qui cache le foie. On ne doit pas avoir de l'air entre la paroi et le foie. Ici, on ne voit plus de foie, on ne voit que de l'air qui cache
on peut le prendre pour gaz colique, mais le seul diagnostic différentiel, c'est l'interposition colique interhépatodiaphragmatique, mais celle-là, elle est rare. Regardez cette partie-là. Voilà de l'air à ce niveau-là, et c'est un pneumopéritoine. Mais l'image la plus caractéristique, c'est celle-là. Vous voyez, c'est la vésicule biliaire. Ça, c'est le foie. Et regardez de l'air entre la paroi et le foie. Ça, c'est le foie gauche. Ça, c'est le foie droit. Ça, c'est le segment 4. Et regardez, on regarde du segment 4. Vous avez ces lignes parallèles. Ces lignes parallèles. C'est ce qu'on appelle une image harmonique. Vous voyez, c'est des lignes hyperéchogènes parallèles. C'est comme une pile d'assiettes se forme de lignes hyperéchogènes parallèles. Ça, c'est de l'air qui est emprisonné entre le foie et la paroi. Et ça ne peut être qu'un pneumopéritoine. Ici, vous avez un pneumopéritoine abondant. C'est la vraie perforation. Vous voyez que le foie est complètement refoulé de la paroi et il n'y a que de l'air entre le foie et la paroi. Tout l'air que vous voyez ici, c'est de l'air dans le péritoine. Il peut être plus ou moins évident, comme ici, c'est toujours le segment 4, il peut être minime, mais là, c'est très difficile de dire que le malade a un pneumopéritoine. Donc, chercher un pneumopéritoine revient à faire quoi? Une coupe sur la région du segment 4 et chercher s'il y a de l'air interposé entre le dôme du segment 4 et le foie. Et chaque fois que vous trouvez une image comme celle-là, interposée entre le dôme du 4, le dôme du 3 et la paroi abdominale, sachez qu'il y a de l'air à ce niveau-là, parce que généralement et normalement, on ne trouve pas d'air à ce niveau-là. On trouve que la paroi, la capsule de glissant et le foie. Là aussi, c'est de l'air, on le voit très bien. Regardez, c'est de l'air. On n'a pas à avoir de l'air au niveau de la région du segment 4, ni au niveau du segment 3. Si vous avez une sonde linéaire, eh bien, vous allez voir cette ligne parallèle au niveau des gouttières pariétocoliques. Ici, nous sommes au niveau des gouttières pariétocoliques. Et là, on utilise une sonde linéaire qui va permettre de voir cette ligne hyperéchogène qui est de l'air entre donc, le côlon ascendant, le côlon descendant et la paroi abdominale. Quelle est la sensibilité de l'échographie dans le diagnostic de pneumopéritoine? Eh bien, je vais vous surprendre. Regardez, c'est 85% de sensibilité, 99% de spécificité si nous avons donc un traumatisme abdominal. Si les douleurs aiguës sévères sont traumatisme, c'est la même sensibilité spécificité qui atteint le 100%. Donc l'échographie est un excellent moyen pour chercher un pneumopéritoine au cours d'une péritonite. Deuxième urgence, l'occlusion. Le malade est mal, il vomit, il est en arrêt des matières et des gaz. On fait toujours un ASP, bien sûr, mais vous êtes dans une zone où vous n'avez pas un ASP ou un scanner. Eh bien, si vous avez une sonde, vous pouvez faire le diagnostic de l'occlusion. Eh bien, qu'est-ce que vous trouvez? Voilà ce que vous trouvez. Vous trouvez des anses distendues avec un liquide de stase et vous pouvez même trouver de l'épanchement interance qui signifie une souffrance. Chaque fois que vous avez des onces distendues, et souvent, ici, ça va bouger, il y a des mouvements browniens, ça bouge à fond, ça c'est le signe de l'occlusion. Une image comme celle-là en échographie vous signe qu'il y a une occlusion, et s'il y a du liquide entre les onces, comme c'est le cas, c'est une occlusion avec souffrance pariétale, c'est-à-dire que c'est une urgence extrême, le malade doit être opéré rapidement, on doit lever cette occlusion rapidement. D'autres images d'occlusion, c'est les mêmes images d'ailleurs, hein. Là, je vous montre une occlusion avec une sonde linéaire là. On regarde ici, on voit des mouvements, on voit une anse iliade ici je suis au niveau de la fosse iliaque droite. C'est une anse grêle distendue. Le grêle, normalement, il doit mesurer quelque chose comme 1 cm. À partir de 2,5, on dit que c'est une occlusion, c'est une distension importante. Il y a parfois même des cas où on trouve un diamètre qui dépasse tout ça. Ici, c'était quoi? Pardon, je suis désolé. Ici, c'était 15, c'est 1,5 cm. Et à partir de 2,5, la dilatation est très importante. Donc ici, c'est une dilatation qui n'est pas très importante. Je laisse faire. Et voilà ce que je voudrais vous montrer. Regardez, une anse distendue. Ici, on voit le reste de l'anse qui est normal. Ici, il n'y a pas de distension. Regardez ces disparités de calibre entre l'intestin grêle ici et l'intestin grêle ici. Ici, on a à peu près donc, un diamètre normal. On n'a pas de liquide de stase. On voit la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. On voit toutes les tuniques. Et là,
une disparité de calibre. Si vous pouvez mettre, s'il vous plaît, vos micros en mode silence, mute. Ça serait intéressant d'appuyer sur les micros en mode mute. Sinon, l'administrateur doit mettre tous les micros en mute, s'il vous plaît. Donc, on voit ici, regardez, le grêle n'est pas dilaté. Et là, le grêle qui est vraiment très, très, très dilaté. Très dilaté, ça prouve quoi? Ça prouve que là, il y a une sténose. Et finalement, c'est une sténose et c'est la malade a été opérée. C'est une occlusion sur bride. Je voudrais juste que vous voyez cette dilatation importante avec des mouvements browniens, avec un liquide de stase. Ça signe l'occlusion donc chez un malade qui est vomi, qui a mal. Regardez ici, j'ai agrandi, l'anse normale, l'anse dilatée et la zone où il y a la sténose, c'est une sténose sur une bride. Donc l'échographie est un moyen simple qui permet de faire l'occlusion. J'arrive à une urgence extrême, une urgence qui est mortelle à 90% si le diagnostic n'est pas fait avant 6 heures. C'est l'ischémie aiguë mésentérique artérielle. Un intestin normal, un intestin qui souffre, mais ce n'est pas encore la nécrose. Là, malheureusement, c'est la nécrose. Ici, on est à moins de 6 heures. Ici, on est à plus de 6 heures. Vous faites le diagnostic rapidement, vous opérez le malade, vous allez le sauver. Vous faites le diagnostic tardivement, au-delà de 6 heures, c'est malheureusement le décès. Comment peut-on faire et qu'est-ce que l'échographie peut apporter dans le diagnostic de l'ischémie mésentérique? Ça, c'est une conférence que j'ai faite à Sousse l'année dernière et j'ai pris quelques diapos de ma conférence donc, qui a été faite à Sousse l'année dernière. Le scanner, bien sûr, c'est le gold standard. Devant toute suspicion d'ischémie aiguë, un angioscanner, pas un scanner normal, un angioscan, hein, je précise, un angioscan doit être demandé rapidement. Mais si on est loin et on n'a pas accès à un angioscanner en urgence immédiate et on a une sonde avec un échographe, qu'est-ce qu'on doit chercher pour dire attention, ce malade présente probablement une ischémie mésentérique aiguë? C'est l'épaississement de la paroi qui dépasse 3 mm. Je préfère vous montrer des images. Vous faites une écho, vous trouvez des signes d'occlusion, c'est souvent des signes d'occlusion parce que l'intestin est distendu. Il y a un hélius paralytique à cause de l'ischémie. Vous allez trouver de la stase intestinale et surtout, vous allez trouver l'épaississement de la paroi. Une paroi très épaissie. Deuxième signe, l'épaississement de la paroi. Si vous trouvez en plus de l'air dans les branches portales hépatiques, c'est ce qu'on appelle une aéroportie. Si vous trouvez de l'air dans les branches portales intrahépatiques, comme c'est le cas ici, regardez, c'est le foie, et on trouve, c'est comme une aérobilie, il est dans les branches portales. C'est du gaz qui vient d'une souffrance intestinale par voie portale. Et si, ça s'appelle l'aéroportie. Si vous voyez dans la paroi d'aisance de l'air, c'est ce qu'on appelle une pneumatose, et si vous voyez en plus de l'épanchement interance, distension d'aisance, hélius paralytique, ça ne bouge pas, paroi épaissie, épanchement entre les anses, de l'air dans la paroi des anses, pneumatose, regardez de l'air dans la paroi des anses qui sont dilatées, qui souffrent, de l'air dans les branches portales aéroporties, ça malheureusement, c'est l'infarctus aigu mésentérique à un stade avancé et le malade doit être immédiatement opéré. Bien sûr, après avoir fait un angioscan si on peut. Regardez l'aéroportie, c'est de l'air dans les branches portales. Malheureusement, c'est un signe de très, très mauvais pronostic. Il n'y a pas un malade chic et vous allez trouver une aéroportie, il va s'en sortir. Dans l'ischémie mésentérique artérielle, vous pouvez aussi trouver des sténoses au Doppler. Ça, c'est l'artère mésentérique supérieure. Là, on voit la sténose. Mais là, il faut disposer d'un appareil qui a une possibilité de faire le Doppler. Et ça, c'est l'ischémie chronique.
Mais l'ischémie aiguë, c'est ce que je dis tout à l'heure. L'ischémie chronique, vous cherchez des sténoses artérielles au Doppler. L'ischémie aiguë veineuse, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient, il a mal, il a des douleurs abdominales, il a un météorisme ou pas, vous suspectez une ischémie veineuse et vous cherchez quoi? Il faut explorer l'axe spléno-mésentérique. Il faut explorer l'axe spléno-mésentérique. Donc, vous cherchez une thrombose portale. Regardez le trompe-porte qui est bouché, complètement bouché. C'est un malade qui a mal. La thrombose aiguë du trompe-porte, parce qu'il y a deux thromboses portales. La thrombose aiguë et la thrombose chronique. La thrombose aiguë, c'est la douleur. C'est un malade qui vient vous voir, une colique hépatique. Il a très mal au niveau de la région d'hypocondroïde. Et vous faites l'écho et vous trouvez cette thrombose. Ça, c'est ce qu'on appelle une thrombose aiguë. On la voit ici, regardez. Il y a un petit chenal, ça commence à sténoser. Regardez du matériel. Ça, c'est perméable. Ça, c'est perméable. Et même si vous n'avez pas regardé, même si vous n'avez pas le Doppler, vous pouvez le regarder. Je vous le montre. Sans Doppler avant et après avec Doppler. Bien sûr, le Doppler aide énormément dans l'exploration du vasculaire. On est tous d'accord. Mais si on n'a pas un Doppler, on peut faire le diagnostic d'une thrombose. Là, j'ai le diagnostic de la thrombose sans Doppler. Ici, c'est du sang, c'est hypoéchogène. Ici, c'est du sang, c'est hypoéchogène. Et ici, c'est du matériel qui n'est pas hypoéchogène, qui est hyperéchogène. C'est une thrombose chez un malade qui a une douleur aiguë. Là, lorsque vous trouvez une thrombose du trompe-porte, eh bien, il faut chercher l'extension vers l'axe spléno-mésentérique et il faut aller explorer regardez la thrombose, on la voit très très bien. C'est une thrombose aiguë de trompe-porte avec extension vers la veine mésentérique. Donc la veine mésentérique, c'est une coupe sagittale, bien sûr, là on voit très bien la veine mésentérique. Donc l'échographie peut vous aider aussi à explorer les thromboses veineuses et l'ischémie aiguë, parce que l'ischémie aiguë, il peut être une ischémie aiguë mésentérique veineuse ou il peut être une ischémie aiguë mésentérique artérielle. Donc, et je vous ai donné les deux situations. La plus dramatique, bien sûr, c'est l'ischémie aiguë artérielle. On voit très bien l'extension. Regardez l'extension. Le transplénomésarique est complètement bouché. Regardez-le ici. La thrombose, il est étendu donc du trompe-porte vers l'axe spléno-mésentérique. Et il faut toujours le chercher. J'arrive à une autre urgence abdominale. C'est l'invagination intestinale aiguë. Occlusion, douleur abdominale, rectorragie. 3 signes cardinaux, que ce soit l'enfant, que ce soit l'adulte. Il peut être primitif sans qu'il y ait de lésions dans le grêle. Il peut être secondaire, et souvent c'est un lipome, c'est un amartome, c'est une tumeur chez l'adulte. Chez l'enfant, il est à 99% primitif. Chez l'adulte, souvent, attention, il peut être secondaire. Quels sont les signes échographiques qui vont vous dire, tiens, ce malade, c'est une occlusion? Eh bien là, l'échographie est mieux que n'importe quel moyen, y compris le scanner. Vous n'avez pas besoin ni d'IRM, ni de scanner. L'échographie est un outil qui vous montre des signes pathognomoniques de l'invagination intestinale aiguë. Cet aspect, comme un oignon, avec plusieurs couches, tout simplement parce que c'est invaginé. Vous voyez, première paroi, hyper, hypo, hyper, hypo, hyper. Vous allez compter, vous allez trouver minimum 10 ou 12 couches. Parfois, c'est plus. Regardez combien de couches vous avez ici. Et là, c'est une primitive, je n'ai rien dedans. C'est une primitive, j'ai rien dedans. Et là, regardez, j'ai une lésion hypoéchogène au centre de cette image. Donc, avec plusieurs couches empilées les unes sur les autres autour d'une lésion centrale qui est donc la cause de cette invagination intestinale aiguë. L'invagination intestinale aiguë, que ce soit chez l'enfant, que ce soit chez l'adulte, l'échographie est l'outil diagnostique le plus performant. Je vous montre un exemple. Voilà une vidéo. Vous allez voir, vous voyez l'aspect, plusieurs couches en coupe sagittale et vous allez voir l'aspect en longitudinal. Voilà, en sagittal. Et regardez en longitudinal. Voilà la paroi, la première. Voilà la paroi qui est invaginée entre les. Donc, c'est une invagination donc, qui est assez caractéristique à ce niveau-là. Regardez là. Là, c'est en coupe sagittale. Et là, c'est en coupe transversale. N'oubliez pas cet aspect qui est assez caractéristique de la vagination.
Et regardez la sensibilité et l'apport diagnostique sur un article publié en 2015. C'est de 98 à 100% de sensibilité. Ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Spécificité à 97. Valeur prédictive négative de 100%. Si vous ne voyez pas une image comme celle-là, vous pouvez dire que le malade qui se présente devant vous avec des douleurs, avec un syndrome subocclusif, avec des rectorragies, n'a pas d'invagination intestinale. L'appendicite. L'appendice normal, c'est sous forme, c'est au niveau de la région de la fosse iliaque droite, c'est sous forme donc d'une ligne, on le trouve, elle est là, l'appendice, elle est là, on le trouve, ça c'est la dernière anse, on le trouve derrière la dernière anse iliale, sous forme d'une ligne hyperéchogène, qui est la lumière de l'appendice, avec bien sûr sa paroi, il a toujours une extrémité borne, caractéristique principale par rapport aux anses, il n'a pas de péristaltisme. Cette structure à ce niveau-là ne contracte pas. S'il contracte, ce n'est pas un appendice, c'est une anse. Ici, en aucun moment, je suis en train d'observer de bout en bout, et en aucun moment, j'ai vu qu'il y a un péristaltisme. C'est un appendice normal, il ne faut jamais mesurer sa longueur, il peut avoir plusieurs tailles différentes, 10 cm ou 20 cm, mais le plus important, c'est le diamètre. De cette partie-là à cette partie-là, l'appendice ne doit jamais dépasser 6 mm. S'il dépasse 6 mm, s'il contient du liquide à l'intérieur, s'il contient une stercolite à l'intérieur, si la graisse autour est hyperéchogène, s'il y a une collection autour, s'il y a de la douleur à la palpation par la sonde, c'est ce qu'on appelle le Murphy échographique, là vous avez le diagnostic de l'appendicite. Les signes cardinaux, c'est le diamètre qui dépasse 6 cm, c'est l'intérieur qui est liquidien, c'est la présence d'un stercolite et c'est un aspect de la graisse autour de l'appendice qui devient hyperéchogène. Du liquide à l'intérieur, du diamètre qui dépasse 6 mm, de l'aspect hyperéchogène autour, aspect de densité, d'infiltration inflammatoire de la graisse autour de cet appendice, un liquide à l'intérieur qui montre qu'il y a de l'inflammation avec un diamètre qui augmente, un stercolite, un épanchement, votre diagnostic de l'appendicite, il est fait. Vous pouvez même parfois avoir un abcès appendiculaire. La même chose, regardez cet épaississement de la graisse autour de cet appendice. Cet épaississement de la graisse autour de cet appendice, c'est un signe indirect qui est toujours présent. Un diamètre augmenté, une lumière pleine de liquide, un épaississement de la graisse périappendiculaire avec ou sans épanchement, avec ou sans abcès appendiculaire, vous signe le diagnostic d'appendicite. Je vous montre un aspect ici. Là, regardez. Diamètre, ici c'était 13, 2 fois le diamètre d'un appendice, c'est une coupe transversale. Le liquide à l'intérieur, en principe, un appendice, c'est une lumière virtuelle, il y a un aspect hyperéchogène. En coupe sagittale, je vous montre. Vous voyez en coupe sagittale, voilà une appendicite, vous voyez très bien la même chose. Si je mesure de là à là, j'ai plus de 6 mm et vous voyez que le contenu, c'est un liquide inflammatoire, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation appendiculaire. On voit très bien cet aspect-là. Quel est l'apport? L'apport est considérable. Considérable, 9000 patients, sensibilité 83, spécificité 95, fiabilité 92. Donc, c'est quelque chose qui ne rate jamais. J'arrive à l'appendicite à gauche. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte Ibn Azzuz? L'appendice est à droite. Effectivement, l'appendice est à droite, mais il y a aussi une appendicite à gauche. L'appendicite à gauche, c'est la diverticulite. Lorsque vous avez des diverticules, eh bien, sachez qu'on peut avoir une inflammation de l'un de ces diverticules et on aura une douleur de 1. De 2, on aura de la sensibilité de la fosse iliaque gauche pour avoir même de la défense. Comment chercher un diverticule sur un sigmoïde? Ici, vous avez une coupe au niveau de la fosse iliaque gauche et vous voyez qu'au niveau de la paroi des cellules digestives et au niveau de la paroi, on trouve une image hyperéchogène. C'est l'aspect typique d'un diverticule dans le sigmoïde. Regardez, l'aspect d'un diverticule, c'est une image hyperéchogène. C'est comme une lithiase de la vésicule biliaire, mais c'est de l'air dans la paroi du sigmoïde.
de l'air dans la paroi de la sigmoïde, c'est un diverticule. Et son image en échographie, c'est toujours la même chose, une image hyperéchogène avec un condom. Ce condom peut parfois manquer. Ici, la même chose. Et là, nous avons, deuxième chose, dans la sigmoïdite, l'épaississement de la paroi. Généralement, c'est 3-4 mm. Ici, vous avez 1 cm. C'est un épaississement qui se fait toujours au dépend de retenez bien, de la musculeuse, toujours. C'est un épaississement de la musculeuse et avec parfois un épanchement liquidien en périsigmoïdien. Et là, on voit très bien carrément un abcès périsigmoïdien. Je peux vous montrer cette vidéo d'une diverticulite. Voilà, on voit très bien là. Voilà, je vais figer. Nous avons tout de suite, une seconde. Hop, la coupe. Voilà, regardez. On voit l'épaississement de la musculeuse. On voit le diverticule dans la paroi. Regardez-le, il est là, le diverticule. La lumière, l'épaississement, le diverticule. Donc, nous avons les 3 critères. 1, épaississement de la paroi qui se fait essentiellement au dépend de la musculeuse. Et nous avons l'image du diverticule au niveau de cette paroi. Je vous laisse regarder la vidéo. Regardez, là on voit très bien le diverticule. Là c'est encore plus visible. C'est une autre vidéo. Voilà. Voilà. Je vous laisse regarder. La lumière, un autre patient. On voit très bien, regardez. Hop. Ça, je n'arrive pas à la figer au bon moment, désolé. Mais on voit très bien l'aspect. Voilà. Très bien. Là, c'est les recommandations de 2019 de la Société américaine, de la Société européenne de chirurgie et de radiologie par rapport au diagnostic de la diverticulite. Bien sûr, le scanner est un excellent moyen, ça reste donc le moyen le plus utilisé, mais sachez que l'échographie peut le remplacer lorsque on a de l'expertise. On peut regarder et trouver les signes de sigmoïdite à l'échographie. La cholécystite, c'est une urgence et je pense que c'est l'urgence la plus fréquente. C'est un épaississement de la paroi. Regardez, avec le calcul ou sans calcul, il y a des cholécystites alithiasiques, on peut en discuter à la fin si vous voulez, on voit le calcul. Mais plus important, ce qui m'intéresse, c'est la paroi. Bien sûr, c'est un tableau clinique fait de douleur de l'hypocondyle droit, malade qui vomit, malade qui se défend, avec à l'échographie un calcul et un épaississement de la paroi digestive qu'on voit très bien. La paroi digestive ne doit pas dépasser plus de 3 mm. Regardez ici, il dépasse. Il est en 3 feuillets déjà. Hyper, hypo, hyper. Donc, c'est le diagnostic de la cholécystite. C'est le diagnostic de la cholécystite banale, simple. Là, on zoome, on trouve le calcul et bien sûr, on trouve l'épaississement. Regardez cet épaississement. 3 feuillets, hyper, hypo, hyper. Et si je mesure, là, je vais trouver quelque chose qui dépasse de loin les 3 mm qui sont considérés comme la valeur normale. On voit très bien. Là, on va mesurer. Vous allez voir, ça doit être 7 ou 8, hein, je ne sais plus. Ah oui, c'est 7,6. Donc, on est à 2 fois la normale. Donc, c'est bel et bien une cholécystite lithiasique. Parfois, on a un tableau plus dramatique, plus inquiétant. Là, c'est une vésicule, mais regardez s'il vous plaît ici. L'épaississement est plus important. Ça, c'est de 1. De 2, vous voyez que l'aspect de la paroi n'est plus 3 feuillets. C'est plusieurs feuillets. C'est une paroi de la vésicule qui est facelée avec un aspect millefeuille. Et cet aspect millefeuille, bien sûr, il est malheureusement, regardez-le, je vous le montre encore une fois. Regardez ici, là où voilà, là j'ai zoomé. Regardez bien cet aspect-là, s'il vous plaît. C'est plus une paroi. Si vous mesurez de là à là, bien sûr, ça dépasse le centimètre, c'est 10-15 mm, mais surtout, regardez, une couche, hyper, hypo, hyper, hypo, hyper, hypo, hyper. Ah, nous avons au moins 6-7 couches, c'est plus de 3 couches d'épaississement d'une appendicite classique. Et regardez ici, il y a un épanchement qui commence à se développer. Ici, il y a un peu une petite lame liquidienne. C'est-à-dire que la souffrance chez ce malade est beaucoup plus importante que la souffrance
que le malade précédent. Et c'est pourquoi le malade précédent, c'est une cholécystite simple et ça, c'est une cholécystite phlegmoneuse. On peut avoir une cholécystite gangréneuse. C'est le troisième stade. Vous voyez, il y a du liquide dans la paroi et carrément, c'est quelque chose qui est affreux. Regardez cet aspect de paroi complètement nécrosée avec un épanchement autour. Ça, c'est la cholécystite gangréneuse. Et vous voyez l'aspect après cholécystectomie. C'est une paroi qui va perforer. Ici, à coup sûr, si on n'avait pas opéré le malade, il reste quelques micromillimètres pour que ça perfore. Une autre urgence, c'est l'abcès. L'abcès du foie, c'est un malade qui a une douleur d'hippocampe droit. C'est un malade qui est fébrile, bien sûr. Il a une CRP élevée, il peut avoir une procalcitonin élevée. Et à l'échographie, vous trouvez cette image hypoéchogène avec cet aspect un peu échogène. Ce n'est pas hypoéchogène comme si vous voyez un liquide eau de roche. C'est un liquide qui est épais parce que c'est du pus. Bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de paroi. Vous voyez, il n'y a presque pas de paroi. On peut parfois trouver une coque. Et le contexte clinique avec une image liquidienne chez un patient fébrile qui a mal, lorsque vous l'examinez, il ne vous laisse pas faire, ce qu'on appelle le signe de branlement. Si vous faites bouger le malade, il a mal. Vous mettez une aiguille après avoir bien sûr fait un bilan de Kras et bien sûr vous allez ponctionner et vous allez retirer du liquide. Et c'était un abcès amibien. On retire le liquide, on fait le prélèvement et le malade on continue à ponctionner. On va vider complètement le liquide et voilà, je retire l'aiguille. Après, le malade sortira le lendemain sous antibiotiques. Donc, l'échographie dans l'abcès du foie aura un double intérêt. Vous voyez la tête de l'aiguille, après avoir vidé l'abcès de son contenu, on a vidé complètement. Rappelez-vous cet aspect-là au départ et regardez cet aspect après. Ça a demandé 10 minutes. Le malade, bien sûr, sortira le lendemain sous antibiotiques. Une urgence abdominale, l'abcès, l'échographie est du fondamental. 1. Permet le diagnostic instantané, bien sûr avec la clinique. 2. Il vous permet de traiter par ponction, aspiration rapidement. 3. Il va vous permettre de contrôler que votre abcès n'a pas récidivé. On peut même drainer sous écho. Voilà un énorme abcès. On peut même faire un drainage sous écho. Vous voyez, donc là c'est l'abcès. Là, c'est le cathéter qu'on utilise, c'est le cathéter en queue de cochon. Voilà, il est en queue de cochon. Après, on va faire une anesthésie avec une moucheture. On va monter le drain. On va l'introduire sous échographie. On va voir. Voilà, il est là, il rentre sous écho, ce contrôle écho. Après, on va aspirer ici du liquide, donc marron foncé, donc fétide. Et après, on va fermer le queue de cochon, qu'on voit très bien, le cercle, c'est le queue de cochon qui est fermé pour que le cathéter ne sorte plus de la cavité. Et vous aurez l'aspect final, vous allez le voir, la malade, on fait un point et voilà, on a retiré à peu près quelque chose comme 900 cc de pus, donc nauséabond. Voilà un malade qui a 2 abcès du foie. Je me rappelle très très bien de ce patient et j'ai fait chez lui 2 drainages avec 2 drains et le malade n'a pas été opéré. Croyez-moi qu'il va très très bien ce malade aujourd'hui. Une autre urgence, la pancréatite. La pancréatite aiguë, c'est tout simplement, et là on a parlé la semaine dernière sur, je pense il y a 2-3 semaines, c'est une glande qui va être augmentée de volume, hypoéchogène, je pense, et parfois même carrément liquidien lorsqu'il y a de la nécrose. Je pense que je ne vais pas m'attarder parce qu'on a donc discuté de diagnostic de la pancréatite, douleur abdominale, atroce, à irradiation postérieure, lipasémie à 3 fois la normale, échographie, pancréas augmenté de volume, hypoéchogène, voire même structure liquidienne. Ici, on va de gravité croissante. Ici, c'est une simple pancréatite. Juste, il y a une augmentation de volume hypoéchogène. Ici, il y a des petits foyers de nécrose sur une glande qui est augmentée de volume de manière globale. Et là, carrément, nous avons de la nécrose à ce niveau-là. On peut chercher une complication de la pancréatite qui est le faux kyste. Et voilà une pancréatite vue 3 semaines après avec ce énorme faux kyste au niveau de la région pancréatique. On ne voit plus de glande pancréatique. La glande pancréatique est complètement nécrosée et remplacée par ce faux kyste qu'on est en train de mesurer. Et bien sûr, là, vous avez la nécrose.
Vous voyez le tissu nécrotique, et ça, c'est le surnageant. Si vous ponctionnez, bien sûr, il ne faut pas le faire, hein, il ne faut pas le faire, il faut laisser les choses refroidir, et généralement, ces éphokystes qui régressent spontanément. S'ils ne régressent pas spontanément, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On fait une dérivation kystogastrique. Donc, l'échographie, bien sûr, permettra de surveiller ces malades et voir est-ce que le kyste disparaît spontanément ou est-ce qu'il faudra donc le ponctionner lorsqu'il est compressif, lorsqu'il est infecté, lorsqu'il est douloureux. Des malades qui vomissent, il faut les drainer ces kystes. Les malades qui sont fébriles, on suspecte que le kyste est infecté, il faut les drainer. Les drainages se font pas sous échographie, on les draine sous écho-endoscopie aujourd'hui. On les draine directement par voie endoscopique en faisant une dérivation kystogastrique par 2 drains en queue de cochon et tout le liquide sera vidé dans l'estomac. Un malade qui vient vous voir là, c'est une urgence simple, mais croyez-moi, c'est des malades qui souffrent. C'est le globe vesical. Malade d'une douleur hypogastrique atroce, n'arrive pas à uriner, je pense que vous n'avez même pas d'écho, besoin d'écho, mais si vous faites l'écho, vous allez trouver un globe vésical et bien sûr, vous allez sonder votre malade. La colique néphritique, douleur atroce, malade agité, douleur au niveau de la fosse lombaire, à irradiation vers les membres inférieurs, chez un malade qui a fait un voyage ou qui a fait du sport, une douleur atroce, et vous trouvez votre calcul hyperéchogène avec condombre et vous allez trouver bien sûr l'hydronéphrose. L'hydronéphrose, il peut être de stade variable, minime. Voilà les calculs avec une dilatation calicielle minime. On voit très bien la dilatation calicielle épiélique et là nous avons l'énorme hydronéphrose. Hydronéphrose minime, modérée et sévère. L'échographie vous permettra de faire le diagnostic dans le cabinet. Vous faites un uroscan ou pas, vous appelez l'urologue pour voir quelle est la conduite, est-ce qu'il faut monter une sonde d'endologie, est-ce qu'il faut faire lithotrésie. Là, c'est la pyonéphrose. Le malade a déjà un obstacle, il a souffert et les urines sont infectées et c'est plus des urines sur du pu. Pourquoi? Parce que c'est échogène. Regardez cet aspect-là, c'est des urines claires. Regardez cet aspect-là, c'est des urines qui sont échogènes. Ici, il n'y a pas d'infection ou probablement pas de pyonéphrose. Je ne peux pas parler d'infection parce qu'il faut faire un ECBE. Il n'y a pas d'infection, mais là, il y a de l'infection qui est très avancée et nous sommes au stade de pyonéphrose. Là, c'est l'abcès rénal carrément. On trouve une masse hyperéchogène, hétérogène au niveau du rein chez quelqu'un qui a mal, qui est fébrile. C'est un abcès, on ponctionne, on traite. Ça, c'est la ponction sous écho. La pyélonéphrite, c'est un rein qui augmente de volume et qui devient hypoéchogène. Et parfois, il y a des zones ramollies qui commencent à s'abséder. Si on ne fait rien, on aboutira à ça. Donc, la pyélonéphrose, gros rein, écostructure hypoéchogène. Parfois, ramollissement, voire même abcès. La pyélonéphrite emphysémateuse, de l'air dans le rein. Si vous voyez ça c'est le rein, en principe, il a une corticale qui est hyperéchogène et une médulaire, on n'a pas à avoir de l'air dans le rein. S'il y a de l'air dans le rein, c'est vraiment la pyélonéphrite grave et c'est ce qu'on appelle la pyélonéphrite emphysémateuse. Regardez l'aspect du malade au niveau de la région de la fosse lombaire, vous voyez qu'on a de l'air. C'est ce qu'on appelle une pyélonéphrite emphysémateuse. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu un cas pareil. C'est quelque chose que j'ai emprunté à la littérature. J'arrive aux urgences vasculaires et j'ai presque terminé. Ça, c'est une coupe sagittale. L'artère mésentérique supérieure qui sort, le segment 3, l'aorte, et vous voyez une dilatation pseudo-anévrismale. C'est un anévrisme minime au niveau de l'aorte. Là, vous voyez l'aorte, la dilatation, et c'est un anévrisme thrombosé. Ça, c'est la thrombose, ça, c'est la thrombose, et ça, c'est le chenal, c'est-à-dire ce qui reste encore perméable de cette aorte. Là, c'est la rupture carrément d'un anévrisme thrombosé. Et ça, c'est une grande urgence qui n'est pas encore totalement thrombosée, mais il risque de l'être, bien sûr, un angioscan. Et le malade doit être opéré avant la rupture de l'anévrisme. La dernière urgence abdominale, c'est la dissection de l'aorte, vasculaire toujours. C'est une image assez caractéristique. Coupe sagittale, segment 3, segment 2. Nous avons l'aorte et vous voyez l'intima qui se décolle. L'intima qui se forme cette ligne hyperéchogène qui se décolle. Il va laisser la paroi ici, il se décolle et il y a du sang qui passera entre le reste de la paroi et l'intima. Voilà une petite vidéo pour vous illustrer et ça bouge généralement. Vous voyez l'intima qui est en train de flotter. Ça, c'est l'aspect typique
d'une dissection. C'est une grande urgence abdominale, très grande urgence abdominale. La péricardite, c'est la première coupe. La sonde est au niveau de la région épigastrique. Vous voyez le septum interventriculaire, le ventricule droit, le ventricule gauche, et autour du cœur, c'est-à-dire autour du myocarde, il n'y a pas d'épanchement. Ça, c'est l'aspect normal. Et ça, c'est une coupe par une sonde que vous mettez au niveau de la région épigastrique et vous la mettez récurrente. Vous regardez vers le cœur. S'il y a une péricardite, vous aurez toujours le cœur, le myocarde, le septum interventriculaire, le ventricule droit, le ventricule gauche, et vous aurez du liquide autour. Du liquide autour du cœur. Ça, c'est la péricardite aiguë. Comment on sait? C'est des gens qui vont venir vous voir par une douleur thoracique avec une dyspnée. Malade qui a une douleur thoracique, il est dyspnéique, il peut être tachycarde. Prenez votre sonde, mettez-la au niveau de la région épigastrique, réorientez-la vers le thorax, c'est-à-dire vers le cœur à gauche, vous allez avoir cet aspect-là, le cœur qui baigne, et autour de lui, on trouve cet épanchement. C'est une péricardite aiguë. Voilà un aspect de péricardite aiguë. Et regardez ici, la péricardite, l'épanchement est tellement important qu'il a complètement écrasé le cœur. Si le cœur est écrasé, le malade est choqué, en état de choc, c'est ce qu'on appelle la tamponnade. Il faut introduire une aiguille comme ça, une intranule 14, ce que vous avez sous la main, introduisez quelque chose pour pouvoir vider, pour que le cœur revienne et pour qu'il puisse se remplir. Il me reste de vous parler de deux urgences au niveau thoracique, quoique on est dans les urgences abdominales, c'est le pneumothorax. On peut le voir en échographie, ça donne cet aspect. Vous mettez la sonde au niveau de la région basé-thoracique, vous aurez cet aspect donc de ligne hyperéchogène parallèle. C'est un aspect qu'on voit aussi dans les lésions de Covid aujourd'hui pour ceux qui ont fait la formation de l'échographie dans les lésions Covid. Vous allez avoir ce qu'on appelle, il y a les lignes A et les lignes B. Vous aurez ce type d'image qui vous évoque la présence de l'air dans la plèvre. La pleurésie, généralement, c'est le poumon, une radio pulmonaire, mais si vous faites une échographie, vous pouvez faire le diagnostic d'une pleurésie aiguë sans aucun problème. Voilà le foie, voilà le diaphragme et voilà le liquide dans la plèvre. C'est vraiment très, très, très simple à chercher. Une pleurésie en échographie, c'est une histoire de secondes. Vous mettez la sonde au niveau de la région intercostale sur donc, la base du thorax et vous allez trouver le foie et derrière, donc, vous allez trouver de l'air, du liquide dans la cavité pleurale. C'est quelque chose de très simple en échographie à trouver. Voilà. J'ai fait le tour de toutes les urgences et je suis prêt avec mon ami donc, de prendre les questions s'il y en a de la part de l'audience. Merci beaucoup pour votre attention. Cher ami, bonjour. Oui, alors, oui, bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Oui. Alors, tout ça c'est beau. Vous êtes infiniment remercié pour le tour de la question. J'aimerais bien éclaircir une chose avant de prendre quelques questions. C'est vrai, en pratique, c'est un peu difficile. Comment gérer à la fois le temps, à la fois d'un malade qui est agité, qui n'est pas coopérant, et en même temps, il peut avoir un pronostic vital qui est engagé. Moi, je pense que vous parlez au cabinet. Au cabinet, je comprends la difficulté. Exactement. Au cabinet, je comprends la difficulté et je vous donne parfaitement raison. Moi, je pense que le rôle d'un médecin généraliste, lorsqu'il reçoit, généralement, c'est des urgences, vous recevez des urgences comme ça au cabinet. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais assistant, j'avais fait des remplacements des remplacements pendant ma jeunesse, j'ai fait des remplacements de médecine, le cabinet de médecine générale, je recevais des urgences. Et je recevais des vraies urgences. Et je suis sûr et certain que vous partagez la vie. Vous recevez des infarctus, vous recevez des pneumothorax. Le malade, il se présente à vous en premier. Moi, je pense que le rôle du médecin dans ces situations, c'est d'orienter le malade le plus rapidement possible, parce que toutes ces urgences, malheureusement, il y a des gestes qui doivent être faits. Pour la plupart de ce que je viens de traiter aujourd'hui, soit que le malade doit être opéré, soit que le malade doit être drainé. Non.
Mais moi, je pense que le rôle du médecin, c'est d'abord un antalgique, si j'ai des antalgiques disponibles pour le soulager, comme vous l'avez bien dit. Si j'ai de quoi lui prendre une voie veineuse rapidement, je peux le faire. Mais l'objectif, c'est de faire un coup de sonde rapide pour orienter le diagnostic vers quel. Si j'ai un échographe, je ferai une échographie. L'échographie des urgences, c'est 5 minutes, mais c'est rapide, c'est 6 coupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cherche un épanchement, cherche une cholécystite, cherche une. Si vous avez une orientation, tant mieux. Sinon, vous orientez le malade, bien sûr, vers une structure hospitalière et souvent vers une clinique. C'est ce que vous faites le plus souvent. Mais l'objectif de cette présentation, c'est de vous donner les moyens par un simple échographe que vous avez dans votre cabinet d'approcher et d'avancer dans la démarche diagnostique. Bien sûr, vous n'allez pas prendre en charge le malade chez vous au cabinet, c'est sûr que non. Vous pouvez le transférer dans une clinique. Faites l'échographie vous-même si vous avez une clinique juste à côté ou vous avez l'habitude de travailler avec vos amis dans cette clinique. Donc, mais si vous êtes dans un cabinet loin et vous avez un échographe, je ne vais pas envoyer ce malade qui souffre le martyre d'une douleur abdominale sans lui faire un traitement antalgique pour le soulager. De prendre une voie veineuse si j'ai la possibilité de la faire avant de le transférer. Et souvent, c'est un transfert qui va être soit par ambulance, souvent, si jamais le malade est très altéré. Et bien sûr, si j'ai un échographe, je ferai une échographie pour pouvoir orienter mon diagnostic. Bonjour, professeur Benazzouz. Je suis désolé, c'était tout à l'heure un problème de connexion. Alors, nous avons quand même quelques petites questions. Il n'y en a pas beaucoup. La différence échographique entre la pyélonéphrose et la pyonéphrose. Est-ce que nous, en tant que praticiens, est-ce qu'on doit chercher précisément des choses entre la pyonéphrose? Il y a pyélonéphrite, il y a pyonéphrite et pyonéphrose. Pyonéphrite, c'est quoi? C'est une infection sans qu'il y ait d'absédation. C'est un malade qui va avoir la fièvre, qui peut avoir des frissons, qui peut avoir mal. Vous faites l'échographie, vous allez trouver un rein qui est un peu augmenté de volume parce qu'il est inflammé et il devient hypoéchogène vu la réaction inflammatoire. La pyonéphrose, ce sont les urines qui s'infectent, qui deviennent purulents. Et là, vous allez avoir carrément des urines qui sont échogènes. Et souvent, c'est sur obstacle. On fait une pyonéphrose sur obstacle, c'est une lithiase qui bloque. On va avoir l'hydronéphrose et on va avoir la pyonéphrose avec. L'hydronéphrose, c'est des urines, c'est des dilatations calicielles, pyéliques, voire même urétérales qu'on voit très bien en écho avec un aspect franchement hypoéchogène parce que les urines sont claires. Et s'il y a une infection, il y a vraiment de la pyonéphrose, et bien à ce moment-là, vous allez avoir des urines, l'aspect de liquide de stase dans les urines est échogène. Simran, tu as des questions? Moi, j'en ai. Oui, une petite question qui, peut-être que vous en avez déjà cité, mais quelle est la différence entre l'aérobilie et l'aéroportie? L'aéroportie, c'est très important. Aérobilie. Comment faire la différence échographiquement? Oui, échographiquement. Aérobilie et aéroportie, lorsque j'ai de l'air dans les voies biliaires et dans les branches portales, il y a le contexte clinique qui est très, très, très important. L'aérobilie, je l'ai lorsque j'ai une suspicion d'ischémie aiguë mésentérique grave. C'est un abdomen aigu. Quelqu'un qui vient vous voir, il se tord de douleur, un abdomen météorisé, mais une douleur atroce. Et souvent, c'est un malade choqué, c'est un malade tachycarde, tout ce que tu veux. Vous faites une écho, vous trouvez des douleurs dans le foie, c'est de l'aéroportie. C'est infarctus aigu mésentérique, c'est urgence mortelle à 90%. Le malade à l'urgence hospitalière dans une clinique et souvent, ils ne pourront rien faire. Et il faut le dire aux patients, il faut le dire à sa famille. L'aérobilie, c'est différent. Le malade n'a pas mal. Le malade n'a pas de douleur. Le malade est bien portant comme vous et moi. Mais il a une fistule, soit il a eu une sphinctérotomie, soit il a eu une dérivation biliaire digestive, soit qu'il a une fistule bilio-digestive secondaire à une maladie chronique. Donc, ce n'est pas dans l'urgence. Donc, si c'est un contexte de l'urgence, avec un abdomen aigu, suspicion d'ischémie aiguë mésentérique, j'oriente vers le gaz dans le foie sera interprété comme une aéroportie. Si c'est le contraire, ça va être interprété comme une aérobilie. Et souvent, dans l'aérobilie, si jamais il y a un obstacle, c'est rare que vous aurez de l'aérobilie avec un obstacle, c'est généralement lorsque vous aurez des germes type le pfringens qui peut être producteur de gaz, mais ça c'est exceptionnel. Donc finalement, c'est le contexte clinique, mais la présentation échographique est presque la même. S'il vous plaît, une question sur la sténose du pylore.
Épaississement, je vais en parler le samedi 5. Je vais en parler le samedi 5. Je vais parler d'écho digestif. C'est une urgence, je ne vais pas parler, je en parlerai, Inch'Allah, le samedi 5. C'est un épaississement de la musculeuse au niveau de la région antrale et c'est un estomac de stase et souvent c'est un aspect assez caractéristique. J'aurai l'occasion de vous en parler, Inch'Allah, le samedi de Srerat. Oui, il y a une petite question. Devant la suspicion d'ischémie mésentérique, est-ce qu'il y a un examen complémentaire qu'il faut demander pour confirmer? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut passer directement vous faire un ionogramme et vous faites un iono rapide. Vous faites un ionogramme et vous faites un iono acidose égale infarctus mésentérique. Tous ces malades, ils ont une acidose. Un ionogramme pour avoir le taux de créatinine avant d'envoyer le malade, bien sûr, au scanner rapidement dans la foulée. Et dans cet ionogramme, vous allez avoir des troubles ioniques et surtout une acidose très, très, très marquée. L'acidose est un signe d'ischémie mésentérique. Est-ce que l'échographie peut ramener un plus dans les crises de... Ah oui, bien sûr, l'occlusion des poussées inflammatoires des méquilles, l'occlusion d'épaississement. J'en parle le samedi 5. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais en parler le samedi 5 parce que je ferai de l'échographie digestive, mais vous allez le voir, dans les méquilles, l'échographie apporte beaucoup de choses dans les douleurs. Il va vous dire, est-ce que le malade est en... C'est les signes d'occlusion que je viens de citer. Oui. Un malade qui a une méquille peut faire une occlusion. Donc, vous aurez les mêmes signes et vous aurez l'épaississement transmural lorsque c'est un Crohn et vous aurez l'épaississement muqueux et sous-muqueux, c'est une RCH. Mais la RCH, généralement, c'est rare que les malades font une occlusion. C'est surtout le Crohn qui fait les occlusions. S'il vous plaît, une question sur les urgences testiculaires. Normalement, on a parlé de l'abdomen. Des fois, l'ectopie testiculaire, c'est l'ectopie. Non, moi, j'allais vous parler de ça. Oui, oui. Mais vous examinez un malade, il a une torsion testiculaire, vous examinez la bourse, vous trouvez un testicule, vous ne trouvez pas l'autre, vous faites une échographie, vous cherchez l'autre, c'est une torsion testiculaire. Je n'ai pas parlé aussi des urgences gynécologiques, hein, c'est-à-dire la GU. Ouais, la GU, le kyste rompu, mais ça c'est très facile, c'est une écho pelvienne et je sais que vous faites. Et comme ce n'est pas mon domaine d'expertise, j'ai préféré ne pas parler pour rendre à César ce qui appartient à César. Ok. Bah, je pense que... Il y a une question, Sidi Mohamed, il y a une question sur la cholécystite en absence de fièvre. Cholécystite en absence de fièvre, c'est un épaississement qui n'est pas dû à une cholécystite. Tout épaississement de la paroi n'est pas une cholécystite. La cholécystite est d'abord un diagnostic clinique. C'est une douleur plus une fièvre, plus une défense ou une sensibilité de la région de l'hypocondre droit chez quelqu'un qui est connu ou pas porteur de lithiase parce qu'il y a les cholécystites alithiasiques. Mais d'autres pathologies chroniques peuvent donner un épaississement de la paroi de la vésicule biliaire sans qu'il y ait de cholécystite. L'adénomyomatose diffuse ou localisée, notamment fundique, l'hypoalbuminémie, l'hypertension portale, l'acide donne un épaississement de la paroi, l'hypertension portale donne un épaississement de la paroi, et aussi le cancer. N'oublions pas le cancer. Lui aussi, il peut donner un épaississement de la paroi. Sans oublier les hépatites virales aiguës, que ce soit A, B ou EBV. Toutes les hépatites virales aiguës peuvent donner un épaississement de la paroi sans que ce soit une cholécystite. C'est des malades qui n'ont pas de fièvre. Tout ce que je viens de citer n'ont pas de fièvre. Tout épaississement de la paroi de la vésicule biliaire n'est pas une cholécystite. Une cholécystite, c'est un épaississement de la paroi avec une clinique et avec souvent un calcul derrière. C'est important à noter pour ne pas opérer des malades pour des pathologies qui ne sont pas des urgences. Ah oui. Parfois. C'est dangereux de les opérer. Imaginez que vous opérez un malade qui a un HTP. C'est terrible. C'est parce qu'il a un épaississement, on va l'opérer. Et le chirurgien l'opère, vous savez qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver une circulation collatérale, il ne pourra même pas toucher la vésicule biliaire. Tout épaississement de la paroi chez un malade qui n'est pas fébrile, attention, ce n'est pas une cholécystite. Ok, je pense qu'il n'y a plus de questions. C'est pour conclure. Donc, c'est Rachid, tu veux conclure Je vais dire merci, professeur Ben Azouz. Merci d'abord de ce que vous êtes.
Avant de vous remercier pour ce que vous faites. Déjà, vous êtes un homme, un bon médecin, vous êtes une bonne image de marque de médecin. Merci beaucoup pour ce que vous êtes et merci pour ce que vous faites pour la médecine et pour nous, médecins généralistes. Vraiment, vous nous épaulez. وطبعا ما غنقدموكش انك اشهر من مارين على العالم كما يقال بالعربيه اشهر من مارين على العالم. Mais encore une fois, merci beaucoup et souhaitons tout le temps vous voir parmi nous parce que vraiment ça nous fait plaisir. أنا حبيت نقول لك شي حاجة. Je le fais avec un grand plaisir et je le fais du fond du cœur. Et c'est la chose que j'aime faire dans ma vie, c'est partager ce que je sais et apprendre ce que je ne sais pas. Et avec vous, croyez-moi, mes amis, j'apprends énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, on remercie tous les participants et surtout nos amis d'Algérie qui étaient présents avec nous. Ah oui, j'ai vu qu'il y a des noms d'Algérie, j'étais tout content. Oui, je t'assure, j'étais tout content. J'étais tout content d'avoir qu'il y a pas mal de participants algériens. J'étais tout content. Oui. Bravo, hein? Merci beaucoup. Mais c'est grâce à vous, professeur. Merci au laboratoire Cooper et surtout M. Benjeloun et M. Adnan Mrakchi qui ont tout fait pour réussir ce webinaire et tous les webinaires qui sont passés, qui vont venir, Inch'Allah. Et on va revoir sûrement le professeur Benazzouz. Il y a beaucoup de questions dans la pathologie digestive et on aura l'occasion de vous revoir. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre disponibilité. Merci à tout le monde et à très bientôt. Shukran.